Le procès prend une tournure curieuse lorsque l'accusation, puis la défense, avance des témoignages recueillis dans des circonstances plus que farfelues. Au soir du 4e jour, une codétenue déclare que Tania lui aurait avoué avoir tué sa fille. Madame Parnizari aurait, alors qu'elle était dans une espèce de demi-sommeil, qu'elle aurait consommé un médicament sédatif, elle aurait proféré un certain nombre de paroles liées au fait qu'elle serait à l'origine du décès de sa fille et qu'il s'agirait en l'espèce d'un accident. Il y a eu une confrontation qui s'est déroulée le 27 février 2004 entre cette codétenue et Madame Parnizari. Et il faut savoir que lors de cette confrontation, le magistrat instructeur a posé une question très précise à cette codétenue. Je cite, « Vous avez indiqué que Tania serait devenue toute blanche lorsque vous avez affirmé que les policiers allaient pouvoir prélever la dernière image vue par la victime en analysant les yeux de celle-ci. Confirmez-vous cela ?» Réponse de cette codétenue, « Oui, elle a changé d'expression. J'ai dit qu'elle était devenue toute blanche, mais c'est parce qu'elle a marqué le coup au moment où je lui ai dit ça, et alors elle a déclaré, ouvrez les guillemets, « Merde, je ne suis pas dans la merde. » Fermez les guillemets. Les circonstances de ces aveux paraissent rocambolesques. Et pour Patrick Vogt, le médecin de la prison de Mulhouse, cette déposition n'est pas forcément très crédible. C'est assez émouvant d'entendre ces femmes venir témoigner de choses qu'elles ont entendues, cru entendre ou peut-être imaginées, et de voir à quel point quand même ce monde carcéral peut déstructurer les gens. Et de voir que finalement elles essaient de se reconstruire en essayant de dénoncer un mal encore plus grand que celle qui les touche. Je veux dire, c'est extrêmement touchant. Mais je crois que c'est toute la limite de ce genre de témoignage. Jusqu'à quel point on peut croire ces témoignages-là sans dire que c'est du mensonge. Pour contrer ce témoignage, la défense avance un élément tout aussi étonnant. Un témoin leur a envoyé une lettre anonyme. Ils font part de celle-ci devant le tribunal. Le soir, il a lui-même fait le chemin. Donc le soir, après 20h, la nuit tombée, il a fait le parcours et il a justement passé le long de ce canal et de ce petit fossé avec de l'eau, direction, je ne sais plus comment s'appelle le village qui suit Brunstatt, et que là, il avait constaté qu'il y avait une patrouille de policiers qui avait fait également la ronde, etc. Alors ce témoin, il nous a demandé de garder l'anonymat. Il ne voulait pas donner son nom. Et vous l'avez rencontré? Alors, nous l'avons rencontré, absolument. C'est un monsieur, d'ailleurs, qui, par la suite, est tombé gravement malade. Même si... alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis. Hein. Après avoir écarté la piste du rôdeur, le directeur d'enquête, un commandant de gendarmerie, a l'intime conviction que la maman est coupable. Dans 90% des cas d'infanticide, dit-il, c'est la mère qui agit. Dès lors, les investigations et l'instruction sont menées à charge. Elles durent 4 ans. La loi dit pourtant qu'un juge d'instruction doit instruire à charge, mais aussi à décharge. Dans le dossier Parnizari, tout est fait pour prouver la culpabilité de Tania. Rien n'est entrepris pour susciter le doute, encore moins pour la disculper. On se retrouve juste après notre coupure publicitaire. Retour sur Affaires criminelles. Autour de Tania, le clan Parnizari s'organise pour tenter de la disculper. Les avocats ne cessent de pilonner les incohérences du dossier. À commencer par l'heure supposée du décès de l'enfant. Un premier certificat l'établit à 23h30. Sauf qu'à cette heure-là, Tania, sa maman, est au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Qu'à cela ne tienne, un deuxième certificat dira que l'enfant est mort entre 14h et 2h du matin. Personne ne parvient non plus à expliquer comment, avec un bras dans le plâtre, Tania peut soulever sa fille qui pèse 25 kilos. Comment fait-elle pour descendre les escaliers de l'appartement, envelopper, puis glisser le corps dans une poussette avec un seul bras valide? Poussette sur laquelle on ne relève aucune trace de terre provenant du lieu où a été découvert le cadavre. Vous l'aurez compris, des incohérences, il n'en manque pas. Le procès de Tania Parnizari continue plus sérieusement. Elle se sent de plus en plus acculée. Michael, son fils, le frère de Sofia, a 14 ans lorsqu'il témoigne au procès de Colmar.
Malheureusement, sa déposition ne va pas aider sa mère. C'est un garçon qui, à l'époque, est inféodé psychologiquement, moralement, affectivement à sa maman. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est un expert psychiatre, le professeur Daligan, qui vient l'expliquer par devant la cour d'assises. Et ce garçon qui est attaché de façon fusionnelle à sa maman et qui, disons les choses clairement, n'a pas une affection très grande pour Sofia, sa petite sœur, ce garçon vient faire une déposition déchirante, émouvante, parce qu'il voudrait dire des choses utiles à la défense des intérêts de sa maman, mais ça sonne faux. Ça sonne faux, et la cour d'assises de Colmar a été frappée notamment par le fait qu'il semblait éprouver très peu d'intérêt, très peu d'affection pour Sofia, alors pourtant qu'elle est sa petite sœur. À ce moment du procès, l'avocat de M. Abid, le père de la petite Sofia, pense que les dés sont jetés. Nous sommes au cœur de ce procès, puisqu'on a abordé les faits. Vous avez pu constater que Mme Tania Parnissari n'avoue pas. Vous avez constaté aussi qu'à mon sens, elle commence à être désemparée. Elle est acculée par les questions de la présidente, à en devenir agressive, à même être rappelée à l'ordre par la présidente. Et, je pense que son système de défense va voler en éclats. Pour M. Abid, ce procès est un calvaire. Renfermé pendant les audiences, ses pensées ne vont que vers sa fille, Sofia. Chaque fois que j'ouvre la porte, je dis bonjour à ma fille. Elle est tout le temps là. Et comme je dis, je la vois toujours courir dans ma tête. Elle n'est pas morte. Je la vois sourire encore. Je ne l'ai pas vue morte, ma fille. Je ne l'ai pas vue morte. Je la vois courir dans ma tête encore. Elle vit. Elle n'est pas morte. Durant son mariage avec Tania, M. Abid a pu se rendre compte du caractère particulier de celle-ci. Sur une des dernières photos de Sofia, le comportement de Tania est prémonitoire. Elle est complètement de côté. Hein. La petite qui me sourit, et elle... elle est dure. Elle est dure. Hein. Très dure. Manipulatrice. Et elle ment beaucoup. Elle ment beaucoup. Quoi. Curieusement, Tania n'a pas appelé le père de Sofia le jour de la disparition de sa fille, et Abid n'a été prévenu qu'au moment de la découverte du corps par la police. Moi, je serais dessus devenu l'aider à chercher quoi que ce soit. Si vraiment elle devait chercher la petite, c'était chez moi qu'elle devait aller la chercher. Elle a mon numéro de téléphone, elle sait où j'habite, elle sait où mon père il habite, elle sait où elle est, elle sait plein de choses sur moi. Donc, automatiquement, c'est à moi le premier qu'elle aurait dû prévenir, la disparition de la petite. Pour M. Abid, la culpabilité de Tania ne fait aucun doute. Il regrette que celle-ci n'avoue pas son crime. Elle a tellement d'orgueil pour ne pas avouer qu'elle a poussé la chose jusqu'au bout. Quoi. Jusqu'au bout, hein, elle l'a poussé, elle est restée sur sa... C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Tania n'avoue pas. Mais ce qui va être déterminant, c'est le témoignage capital de M. Stam, qui l'aurait vu vers 17h30 avec une poussette, non loin du lieu de la découverte du corps. L'enfant ne portait ni chaussures ni chaussettes. Et la plante des pieds de l'enfant était absolument intacte, alors que nous sommes dans un endroit où il y a des ronces. Conclusion logique, l'enfant a été certainement transporté pour être déposé dans la rivière. Et alors, lorsque M. Stam vient dire, eh bien moi, j'ai constaté, je faisais ma promenade et j'ai constaté la présence de Mme Parnissari qui revenait de la direction du canal et qui poussait une poussette, bien entendu, on rapproche ces deux éléments d'appréciation et la déposition Stam n'en prend que plus de relief, elle n'en prend que plus d'ampleur et d'importance. Donc je vous dis sans embâge que je n'ai aucun doute sur la culpabilité de Mme Tania Parnissari. Le verdict tombe. Tania est condamnée à 20 ans de réclusion. Elle s'effondre la tête entre les mains. Ses avocats font appel, mais pour Jean-Marie Storkel, c'est clair. Tania a bien tué sa fille.